Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que 15 minutes, ça va être très rapide. Je n'ai pas pour habitude de faire aussi court. Mais on va essayer de s'y tenir. On va essayer, donc le but c'est quand même de présenter un tout petit peu notre activité. Et bon, j'ai pu noter 2-3 questions et des petites interrogations. Et que je pourrai apporter un commentaire tout à l'heure. Donc le syndicat général du port, donc qui regroupe l'ensemble des acteurs, à savoir les salariés du grand port maritime, étendus aux marins, mais également au personnel docker. Ça représente à peu près environ 800 personnes qui travaillent sur l'estuaire de la Loire, tant à Nantes, Saint-Nazaire, Donge, et puis bien sûr le secteur de Nantes. Donc le grand port maritime est le premier port de la façade atlantique. Environ, ça fait 27 millions de tonnes en 2014, tout en sachant qu'on a une activité plutôt en baisse au regard des activités énergétiques de ces dernières années. Donc les sites portuaires de Nantes et de Saint-Nazaire, on va les voir tout à l'heure, accueillent tous les ans environ 3000 escales de navires marchands. Donc ce sont des escales d'exploitation, dites d'exploitation. Ça génère environ 160 000 emplois sur le territoire ligérien. Non, c'est 16 000 emplois, je pense. Et plus de 25 000 emplois dans les régions du Grand Ouest. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 navires qui remontent chaque année le chenal entre Donge et Nantes. Donc ce trafic comporte, en fait, il est fait sous différentes formes. Donc c'est des bateaux que vous ne voyez pas forcément dans la ville de Nantes, car pour la plupart, ils s'arrêtent en aval, ils sont du côté du pont de Cheviré, et donc comme le port a été déplacé et sorti de la ville, avec des quais qui ont été fermés, et donc vous les retrouvez sur Cheviré, Cheviré-Avant, Cheviré-Aval, mais on y reviendra tout à l'heure, sur l'ensemble de ces trafics. Donc les trafics que vous voyez, donc, c'est les navires commerciaux opérant sur Nantes. Ensuite, vous avez le trafic fluvial, mais j'y reviendrai pas. On vous a tout à l'heure expliqué suffisamment ce que c'était aujourd'hui le trafic fluvial et les navires d'opération, de dragage et d'entretien, mais ça j'y reviendrai et je donnerai une petite explication sur le bouchon vaseux, parce qu'il me semble qu'on ne vous a pas tout expliqué. Et ensuite, vous retrouvez paquebot, sablier, plaisance, etc. Donc là, c'est tout un tas d'activités, je dirais, ultra minoritaires qu'on retrouve sur le port. Ensuite, sur les sites nantais, on va vous le montrer tout à l'heure en diapo, vous avez aujourd'hui 3 sites qui sont essentiellement en activité. Vous avez Roche-Maurice, donc, qui se situe au nord. C'est là où sont situés les silos. Vous avez Cheviré-Amont et Cheviré-Aval de part et d'autre du pont. Et ensuite, Cormoré, c'est tous les appontements à liquide que vous retrouvez au nord. L'ensemble de ces trafics représente environ 10%. Alors c'est très, très, très aléatoire en fonction de la campagne de céréales, mais ça représente à peu près 10% du trafic total sur le port. Alors là, on arrive... enfin, moi, je vois l'écran, donc je ne sais pas si tout le monde va pouvoir suivre. Donc, je me déplace. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a 2 secteurs d'activité. Donc, vous avez un des grands secteurs d'activité, c'est Cheviré-Aval, où on traite essentiellement tout ce qui relève du bois. Autrefois, on y faisait de la grume, vous retrouvez les implantations de scieries, vous y retrouvez... donc c'est vraiment ce type d'activité qu'on va développer. Actuellement, toute cette partie-là est réservée au trafic de ferraille. Et en bout, en 185-186, vous retrouvez la partie sable et carrière. En arrière-zone, c'est les bases logistiques qui développent, qui transforment et qui s'occupent du bois. Sur l'autre partie, on en reviendra tout à l'heure, il y a une autre diapo. Au nord, donc là, vous retrouvez Cormoré. Donc le Cormoré, c'est celui complètement en haut à gauche. Donc ça, c'est le quai à pontement à liquide. Et là, vous retrouvez également ce qu'on appelle le pétrole. Ensuite, vous avez différents quais d'exploitation. Et là, on arrive au quai de Roche-Maurice. Donc le quai de Roche-Maurice se situe au nord également, au pied du pont de Cheviré. Et là, on retrouve essentiellement comme activité du blé, un petit peu d'amont, et en gros, c'est les 2 seules activités qui restent aujourd'hui sur ce secteur.
Ensuite, on arrive à la partie, donc là, on y reviendra un peu plus tard sur cette partie-là. Donc là, on a la partie Cheviré-Amont. Donc sur Cheviré-Amont, on traite aujourd'hui ce que nous on appelle du bois blanc et du bois scié. Donc c'est du trafic fini, c'est des produits finis qui sont directement en livraison, et qui partent essentiellement pour l'ameublement. Donc après, vous retrouvez un peu plus loin de 30 mous, et après on va revenir sur cette fameuse zone qui va nous intéresser. Pour ceux qui voient, donc là par là, vous avez également la liaison de Navébus qui part d'ici et qui va jusqu'à la gare maritime au niveau du centre des Salorges. Voilà. Donc concernant les projets de franchissement, donc là en fait, on va y revenir après sur la diapo. On va y revenir. Donc en gros, on dit aujourd'hui, il y a un projet de franchissement de la Loire qui permettent de prendre en compte l'activité du terminal. Mais il faut qu'on prenne en compte, et on va revenir, c'est cette fameuse zone d'évitage. C'est le seul endroit aujourd'hui sur le port de Nantes qui nous permet de faire demi-tour aux grands porteurs sur la zone de 30 mous. Donc après, il y a différentes options qui aujourd'hui nous sont communiquées. C'est éventuellement l'idée de faire un pont mobile. Donc ça existe dans certains ports. Il y a des ponts levants, mais c'est très compliqué. Donc nous, on dit aujourd'hui que pour maintenir les contraintes, pour qu'on fasse un évitage, pour qu'on maintienne environ 200 à 250 navires par an, il faut qu'on ait un tirant d'air supérieur à 54 mètres. Si vous n'avez pas de tirant d'air supérieur à 54 mètres, il n'y a pas un bateau qui peut remonter demain au port de Nantes. Donc s'il n'y a pas le bateau qui remonte, c'est la fermeture du port, tout simplement. Donc je vais poursuivre. Donc là, on a sorti une diapo et on donne l'image aujourd'hui de la zone d'évitage. Donc c'est pour vous remémorer. Donc là, vous avez 30 mous, c'est-à-dire juste après, vous avez Cheviré. En face, donc vous avez la butte Sainte-Anne. Et aujourd'hui, tous les bateaux, ici, sont en zone d'évitage. C'est-à-dire que c'est le seul endroit à Nantes où il est possible de faire demi-tour à des gros porteurs. Donc environ aujourd'hui, il y a plus de 200 navires qui évitent dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'ils font demi-tour pour repartir soit à Cheviré, soit après aux céréales. Les bateaux, généralement, pour la plupart sur le céréal, ils viennent à demi-charge ou ils viennent à vide. Et les bateaux, bien sûr, pour les autres, ils sont à pleine charge. Ici, vous avez 5,40 m de tirant. C'est-à-dire qu'on a une fosse qui nous permet de maintenir le fond à peu près à 5,40 de tirant. Alors, quand on annonce 5,40 de tirant, c'est-à-dire quand on est à l'étal. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr toujours à l'étal. On ne parle pas en haute ou en basse mer. Ce n'est pas possible de naviguer de cette manière-là. Donc on a un tirant annoncé à 5,40 et les bateaux ils montent à pleine mer. Autrement, il n'y a pas de possibilité de pouvoir faire monter nos gros porteurs. Si vous loupez la zone d'évitage, c'est simplement le bateau il va au fond. Enfin, c'est déjà arrivé, pas à Nantes, c'est arrivé à Montoire, donc le bateau il va se coller. Voilà. Après il se décolle, mais c'est embêtant. Donc vous avez parlé tout à l'heure de barging, donc effectivement c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde ça de près et qu'on le développe. Alors les arguments, je pense qu'ils ont été tout à l'heure indiqués par les représentants de la CFT. Ceci étant, je pense que c'est un peu plus large que ça au niveau du débat, parce que ça englobe à la fois les chargeurs. Après, vous avez celui qui navigue, mais bien souvent, il n'est pas propriétaire des marchandises. Donc, il vient supporter, ni plus ni moins, les besoins exprimés par une commune, par une région, ou bien par un chargeur qui a besoin de faire véhiculer ses marchandises, soit d'un point à un autre, ou bien pour des besoins de ville, par exemple. Après, la CFT elle met en place une disposition, c'est-à-dire un trafic. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que depuis 2005, il y a un certain nombre de quais qui ont été déplacés. C'est-à-dire qu'on a fermé Wilson. Alors ceux qui connaissaient, ceux qui sont des Nantais pure souche, connaissent un peu
aujourd'hui Wilson. Wilson, c'est le quai qui se retrouve complètement à la pointe de l'île, où aujourd'hui on a transformé toutes les zones de stockage qui permettaient de développer l'activité de barging. On en a fait des restaurants, on en a fait des... Voilà, enfin toute cette zone-là, le quai des Antilles, on a transformé tous les hangars. Et là, il y avait toute l'activité à ferraille, il y avait l'activité de réparation et d'accueil des paquebots qui se faisait dans cette zone-là. Donc depuis quelques années, ce quai devient en sommeil, il ne nous reste plus qu'un tout petit linéaire où on accueille encore de temps en temps, je dis bien de temps en temps, quelques paquebots, environ 6 à 7 par an, qui peuvent arriver sur ce quai-là. Mais étant donné que le port a fait le choix de ne plus draguer, ces bateaux-là, maintenant, se retrouvent déplacés vers Cheviré. Mais je reviendrai sur les questions de dragage après, parce que c'est un point important. Donc le point juste après, c'est celui-ci. Donc les questions, aujourd'hui, l'État, mais comme partout, on a un léger désengagement de l'État sur les questions de dragage. C'est ce qu'on appelle, nous, vulgairement, enfin, dans notre parler, c'est le 44-34, c'est les versements de dotation d'État. Donc ça permet de maintenir les côtes du chenal. Ça permet de maintenir une souille. Enfin, une souille, c'est ce qu'on va retrouver lorsqu'on va mettre un bateau à quai. C'est-à-dire qu'on va creuser plus profondément pour lui permettre d'être accueilli dans les meilleures conditions et qu'il puisse être déchargé le plus rapidement possible. Mais en attendant, en fonction des éléments de marée avec du marnage, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on peut avoir à 5-6 mètres de marnage. Et donc, pour éviter qu'il talonne et qu'il tombe dans la vase. Et donc, on a ce qu'on appelle des souilles. Donc ces bateaux, donc pour en revenir à la dotation de dragage, aujourd'hui, pour répondre à deux choses. La première, c'est que le bouchon vaseux, malheureusement, bien heureusement pour certains d'entre vous, depuis 5-6 ans, a quasiment disparu du port. Il n'existe plus. Il y a eu une modification de la part de dragage. On est maintenant dans un système d'hydrojette, c'est-à-dire qu'on va propulser de l'eau sous les souilles et à proximité des quais, qui permettent de renvoyer dans le lit la plupart des vases. Mais aujourd'hui, on se heurte à une politique, malheureusement, qui va nous conduire à relever, à maintenir le niveau des côtes, voire de les abaisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le port ne fera pas le choix de continuer le dragage, parce que c'est un budget qui pèse lourd sur le port, enfin sur les fonds propres du port. Donc étant donné que la dotation et que l'État se désengage de ces missions régaliennes, très certainement que dans les années à venir, on court à la catastrophe. Alors, court à la catastrophe pour les uns et pour les autres, pour les personnels qui travaillent sur l'estuaire, pour les personnels qui sont, pour les salariés ou pour les entreprises qui sont à proximité, mais également pour les citoyens qui vivent dans des zones qui peuvent être immergées. Et je dirais que, malheureusement, si cette politique qui est conduite aujourd'hui à ne pas continuer à draguer et draguer suffisamment va entraîner des envasements importants, la remontée des fonds et les inondations des zones. Ça, c'est relativement écrit, c'est ce que disent aujourd'hui tous les professionnels qui naviguent sur l'estuaire de la Loire et qui, malheureusement, pourraient arriver. Donc, un avis de notre organisation autour des activités de loisirs et de nautique qui est culturelle. Aujourd'hui, nous sommes partisans qu'il faut développer ce type d'activité pour les gens de l'agglomération nantaise et de ses environs. Il est peut-être nécessaire qu'on pourrait avoir ce type d'activité, mais tout en prenant en compte l'activité professionnelle dont est exercée sur la Loire. Alors, pas simplement du grand port maritime, on va au-delà, il y a les pêcheurs, il y a tout un tas d'activités. Donc nous, on dit aujourd'hui, il est préférable de mener des activités nautiques et culturelles au-delà des ponts où il n'y a pas de possibilité de naviguer. Donc nous, on a parlé du pont des Trois Continents et Anne de Bretagne pour des raisons de sécurité. Donc nous, on privilégie plutôt cette piste-là que plutôt de se retrouver à Trentemou avec une station de ski nautique ou je ne sais quoi. Mais enfin, après, chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il a envie. Pour faire face donc à la taille des navires, le port est obligé de se développer à l'extérieur des villes. Donc ça, c'est un choix et des contraintes obligatoires au titre de l'environnement et par principe de protection. Donc, comme vous l'avez vu, les sites de l'aval se sont développés, les constructions de quais se sont développées
Et tous les terrains aujourd'hui sont aménageables et il y a une emprise immobilière importante de la ville de Nantes, en particulier il va y avoir le développement du CHU, etc. Donc ça veut dire que tous ces terrains qui étaient autrefois de la réserve foncière du Grand Port Maritime, aujourd'hui vont plutôt à repartir sur l'aval. Voilà, donc cette partie-là. Donc on finit sur cette partie en disant que la nature doit vivre et l'homme doit pouvoir travailler. Le port de Nantes est un atout majeur pour Nantes et pour sa métropole. Son existence n'est pas contestable et il doit perdurer. Les travailleurs portuaires resteront toujours vigilants pour défendre les trafics du port de Nantes. Alors d'abord une première question concernant le renouvellement et l'énumération aussi des professions du port. Parce que autant d'un côté, c'est une remarque qui a déjà été faite plusieurs fois, ça. C'est pas que l'activité portuaire soit clandestine, mais finalement elle n'est pas forcément très visible. Les mouvements de bateaux, etc. Mais ça vaut aussi sans doute pour les corporations, pour les métiers. Et comment, alors quels sont les différents corps de métiers qu'on trouve dans les professions portuaires? Et puis, qu'est-ce que les évolutions de ces pratiques portuaires ont entraîné comme changement dans ces professions? Ça, c'est un vaste sujet. Le port, en fait, on a une répartition. Enfin, le port se voit à l'arrivée des bateaux pour un certain nombre d'entre vous et à l'accueil des navires. Mais aujourd'hui, le port, c'est pas simplement cela. C'est-à-dire que vous avez tout autour de ce port-là, pour faire venir un navire, donc vous avez forcément des consignataires, des transitaires, vous avez des consignes phytosanitaires, vous avez les douanes, vous avez le lamanage, le service aux marins, vous avez le remorqueur, vous avez le pilote. Et une fois que vous avez simplement fait ça, vous n'avez toujours pas exploité de navire. Donc une fois que le navire a quai, vous avez ensuite le docker, donc si vous voulez, on peut lister les personnels qui travaillent sur le domaine du port. On voit qu'ils sont, alors c'est pas extensible, mais il y a beaucoup d'intervenants lorsqu'un bateau arrive à quai et pour être exploité. Ce que regroupe les activités du Grand Port Maritime, si on s'en tient à l'entité Grand Port Maritime, on va retrouver essentiellement deux catégories. Une catégorie marin, donc qui exploite le dragage en Loire avec le maintien. Donc c'est ce qu'on va appeler les missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire le maintien des fonds. Et vous avez ensuite la partie exploitation, qui est le maintien des ouvrages, le maintien des formes, des écluses, des ponts qui permettent la circulation à la fois des biens et des personnes. Et après, vous avez toute la partie maintenance, l'entretien de ces ouvrages, aussi bien sur la réparation navale, parce qu'on a tout un tas d'engins flottants, mais aussi de la maintenance tertiaire, industrielle, sur l'ensemble de nos ouvrages. Voilà, en gros, si on veut identifier. Après, vous avez un pôle, bien sûr, tertiaire, important, et après, vous avez des fonctionnaires d'État. On reste quand même un établissement public, avec des hauts fonctionnaires d'État qui sont détachés du ministère, des différents ministères, pour contrôler et administrer le port. Donc, c'est un peu c'est un peu une caricature, mais on a... d'une part, une partie fonctionnaire, d'une part, des salariés de droit privé, un établissement public, un EPIC, et derrière, vous avez différents statuts entre les marins, les lamaneurs, les personnels du port. Voilà, c'est très divers. Et après, bien sûr, vous avez les ouvriers dockers, qui sont... en gros, nous, on dit quand il y a un bateau qui arrive, il y a deux positions sur un bateau. Vous avez une position horizontale, vous avez une position verticale. Tout ce qui est vertical relève du Grand Port Maritime. Tout ce qui est horizontal relève de la manutention docker. Voilà, ça simplifie un peu les choses, mais c'est ce qui est pratiqué entre nos deux professions. Voilà. Vous l'avez un peu dit au cours de votre exposé, mais est-ce que vous pourriez nous repréciser quels enjeux vous voyez dans les évolutions de l'activité portuaire et les mutations du territoire fluvial lui-même ? Mais aujourd'hui, le port de Nantes est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose un certain nombre de questions pour essayer de rapprocher les gens qui ont été éloignés des zones, pour se rapprocher de la ville de Nantes. Et aujourd'hui, la première des questions qui est posée, c'est comment
permettre aux citoyens de pouvoir traverser la Loire, franchir la Loire dans de bonnes conditions et dans les conditions acceptables de circulation. Donc le premier élément, c'est la construction nécessaire d'un nouveau franchissement sur la Loire. Alors après, il y a deux débats. Bon, je vais exclure le débat de la préfecture, qui est le franchissement de la Loire, mais en dehors des zones urbaines. Donc ça relève de la compétence de la préfecture. Mais tout ce qui est intramuros relève de la ville de Nantes, et donc du nouveau franchissement. Aujourd'hui, la ville de Nantes, dans ce débat, prévoirait un nouveau franchissement. Aujourd'hui, des études sont menées. Il y a 3 types de franchissements prévus. Vous avez l'aérien, vous avez le souterrain, et vous avez la fameuse écluse en travers de la Loire. Donc en fait, vous avez 3 options possibles. Les unes se défendent au regard de ceux qui les projettent, mais ceci étant, nous avons, une analyse. Aujourd'hui, si on ne maintient pas le port tel qu'il existe, si vous ne maintenez pas les dragages, vous allez simplement remonter les fonds. Si vous remontez les fonds, vous allez immerger jusqu'à pratiquement Ancenis. C'est à peu près l'étude qui le dit, c'est pas nous qui le disons, mais c'est l'étude qui le dit. Ça veut dire que si vous fermez le port et vous mettez un pont en travers de la zone d'évitage, parce que pratiquement c'est le seul endroit où on pourrait mettre un pont qui relierait le nord au sud, ça serait dans cette zone. Et bien tout simplement, c'est qu'avec les courants, vous ne pourrez plus éviter en toute sécurité un seul bateau sur le port, étant donné qu'il n'y a qu'une seule zone, et bien par condition, vous fermez le port de Nantes. Donc fermeture du port de Nantes, ça veut dire que si vous fermez le port de Nantes, le port n'a plus d'obligation. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Wilson. Aujourd'hui à Wilson, le port n'est plus obligé de draguer, donc il ne drague plus. Tout ce qui était jusqu'à Bushman, le port n'est plus obligé de draguer, donc il ne drague plus. D'une part, on n'a plus le droit d'extraire les sédiments, on n'a plus le droit d'extraire le sable. On a aujourd'hui des fosses, mais complètement en dehors de l'estuaire de la Loire. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus extraire, on ne peut plus draguer. Et demain, si vous fermez le port, vous ne le draguez plus, c'est la remontée des fonds. Vous poserez la question un jour, si vous avez l'occasion d'en débattre avec les gens de la TAN. Aujourd'hui, la TAN a mis en place une ligne qui relie la gare maritime à aller donc de l'autre côté de l'eau, du côté de Trente-Mous. Au début d'exploitation, ça se passait bien, du fait qu'on a arrêté de draguer cette zone-là. Dans 2-3 ans, vous pourrez traverser le canal à pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il commence à talonner. Mais c'est normal, on a un invasement naturel sur ce bras, et si vous ne le draguez pas, vous avez forcément une remontée des fonds. Et aujourd'hui, pourtant, ce sont des barcasses. Hein. C'est des barcasses qui font... Il n'y a pas de tirant dessus, donc c'est des... ils commencent à talonner, suivant des coefficients, ils talonnent. Voilà. Alors, autre question, est-ce que... donc on a entendu parler aussi de l'expérience de Croisier Europe qui compte développer des croisières sur le fleuve. On vient d'entendre parler de projets potentiels de développement du transport fluvial. Est-ce que vous, ça vous donne des idées et comment vous imagineriez pouvoir vous impliquer dans ce type de perspective ? Donc moi je vais l'appeler barging. Je trouve que c'est, même si c'est pas très... Donc le barging pour nous est un élément moteur de développement de l'estuaire. Enfin ça nous paraît essentiel. Je dirais que le seul souci c'est qu'on n'est pas forcément acteur. Et je pense pas que la CLT le sera non plus. La CLT mettra les moyens. Pour pouvoir réaliser les prestations. Aujourd'hui, la définition ne se fait pas à ce niveau-là. Et les choix et les stratégies ne se définissent pas non plus à ce niveau-là. Au départ, je pense qu'il faut que le port soit un acteur essentiel et moteur. C'est-à-dire que le port veuille bien dégager des zones qui permettent d'accueillir ces barges ou ces bateaux ou ces autopousseurs. Deuxième chose, il faut qu'ensuite on ait une réalité au niveau des collectivités, de la communauté, enfin de différents acteurs de la région nantaise pour qu'ils veuillent bien vouloir développer cette partie-là, sans quoi, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et ensuite, quand on parle, il y a un autre sujet, c'est le transbord, c'est ce qu'on appelle la dernière expérience qui a été menée, donc c'était l'expérience de Marfret, qui a été menée sur le port, donc c'était du transbord, c'est-à-dire qu'on avait rallongé de 60 bornes et on avait ramené au plus proche
des conteneurs. Mais aujourd'hui, vous avez différents leviers. Aujourd'hui, vous avez la concurrence de la route. Alors, je ne reviens pas sur la taxe carbone, mais il y a une concurrence de la route qui fait qu'aujourd'hui, chacun milite dans son coin pour justement éviter de développer aujourd'hui le barging. Alors, il y a le lobbying de certains. Je dirais qu'en deux, il y a aussi la nécessité d'autres de vouloir investir. Mais je pense que les professionnels de la mer ou du fleuve, lorsqu'ils auront de véritables projets concrets de la part des communes, des villes, et que ce projet pourrait être accompagné par le grand port maritime, les professionnels se mettront au service des collectivités pour mettre en œuvre ce qu'eux, ils connaissent et ce qu'ils font par ailleurs dans d'autres villes. Voilà. Dans d'autres villes qui sont aussi des villes d'estuaires. Il n'y a pas que Nantes qui est une ville d'estuaire. Aujourd'hui, on est la seule à ne pas exploiter le barging dans ce port. Voilà. C'est dommage. Très bien. Alors, une dernière question, mais dont j'ai bien conscience qu'elle est lourde aussi, c'est quelle est votre opinion sur le projet stratégique du Grand Port Maritime ? C'est une question qui a été transmise cet après-midi par un internaute. Hein, et voilà. Ça va être signé Jean-Pierre, ça. D'accord. Le projet stratégique. Bon, le projet stratégique, c'est une obligation faite par la loi. Alors, je ne reviens pas sur le contexte de la loi, 2008, réforme des ports, etc., voulue par un gouvernement. Bref. Donc, il y a le port a l'obligation de donner ses grandes orientations sur les 5 prochaines années. En fait, ce que vous voulez, c'est savoir ce que moi j'en pense. Mais pour autant, c'est un peu plus compliqué que ça. Je dirais que le projet stratégique en lui-même, il est débattu dans les différentes instances du port, donc que ce soit le conseil de développement ou le conseil de surveillance. Et bien entendu, en relais avec le ministère des Transports. Bon. Une fois que les différents directeurs de port définissent leur projet stratégique, donc on retrouve du commercial, le développement, l'investissement, et on retrouve aussi des questions économiques, des données économiques, parce que le projet stratégique, il fait le lien avec ce qu'on appelle le CPER, c'est le contrat plan État-région, qui vient alimenter toute la partie investissement dans le cadre des futures grandes infrastructures que le port va développer. Donc dedans, on va retrouver l'éolien, on va retrouver les EMR, on va retrouver les hubs, les développements, on va retrouver toute cette partie-là qui, elle, est forcément liée entre le CPER et puis le projet stratégique. Donc le projet stratégique en lui-même, il n'a pas forcément que des mauvais côtés, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il est déterminant pour l'activité du port, il est déterminant pour le développement du port et pour les investissements du port. Et tous les partenaires sont plutôt favorables. Ceci dit, il a quand même une part que l'on combat. Alors ça fait partie de notre réalité et de notre quotidien. Il y a une part du projet stratégique qui est conditionnée à une maîtrise. Alors c'est vrai que ça va peut-être pas partie du débat, mais il y a un débat pour nous qui est basé sur ce qu'eux, ils appellent des missions régaliennes de l'État. Et donc, ils veulent définir les établissements EPIC, ils veulent les transformer en EPA, c'est-à-dire un établissement public administratif, et donc saucissonner et conditionner les futurs établissements dans 5 ans, de les transformer d'EPIC en EPA. Donc, sur ces conditions-là, alors ça englobe, c'est-à-dire la suppression complète des pans complets auxquels ils voudraient se séparer et de personnel qui relèveraient de l'EPIC, ils voudraient les mettre en dehors. Donc ça a été le cas en 2008, on s'est séparé de l'outillage, l'État a vendu tous ses services d'exploitation, et nous, le cas du port, par exemple, on était 700, il y a 150 personnes qui ont disparu du port et qui ont été rétrocédées à des opérateurs privés. C'est-à-dire qu'on a vendu les quais, on a vendu les outils et on a mis les personnels qui étaient associés dans le cadre de la réforme 2008, voulue par le gouvernement de l'époque. Aujourd'hui, la vie continue, c'est-à-dire que le port a l'obligation de présenter son projet, et c'est la transformation, je vous dis, de l'EPIC, de l'EPA, donc ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais pour nous, c'est du quotidien. Mais je pense qu'il ne faut pas tout jeter dans ce projet stratégique, parce que je pense que les conditions de développement y sont, les conditions d'investissement y sont, et sans quoi, de toute façon, si le port ne peut pas évoluer, ne peut pas se développer,
vous ne pouvez pas donner de garantie, à la fois pour les uns, mais à la fois pour les salariés qui y travaillent au quotidien. Donc je crois que le projet stratégique est en débat. Il va arriver à une conclusion. On le passe en conseil de développement la semaine prochaine. Le conseil de surveillance, c'est le 12 mars. Et le conseil des ministres, c'est fixé au 18 février ou 19 février, quelque chose comme ça. Donc on aura les éléments fin mars, on aura tous les éléments sur le projet stratégique et le développement futur du port.